Très bien. Alors, on va justement évoquer deux sujets avec vous, mesdames, si vous le voulez bien. J'avais envie qu'on revienne sur Patrick Martin et sa déclaration sur le chômage des jeunes. On a d'ailleurs fait un sondage ce matin et on a interrogé les auditeurs de Sud Radio sous cet angle-là. Faut-il lancer une sorte de plan d'urgence face au chômage des jeunes qui est terrible puisqu'on est en dessous de la moyenne européenne? Écoutons d'abord les quelques secondes de Patrick Martin. Ça pose le débat. On en parle juste après. Ce sujet des jeunes, qui est un scandale national dont tout le monde n'a pas conscience. Si on regarde la Suisse, 2,5 fois plus de PIB industriel, une balance commerciale excédentaire. Taux de chômage des jeunes, 3,2%. En France, on est dorénavant à 21%. Taux d'emploi des jeunes en France, 35%. En Allemagne, 51%. Aux Pays-Bas, 75%. Voilà. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que, par exemple, à l'occasion de cette présidentielle, et pour que le fond reprenne le dessus par rapport à la popole, est-ce qu'il faut lancer un plan d'urgence pour la France dans tous les domaines? Eh bien, c'est ce que nous disent les auditeurs de Sud Radio, parce que la situation est dramatique pour les jeunes. Oui, à 70%, il faut lancer un plan d'urgence. Mais écoutez, excusez-moi, il est un peu gonflé, Patrick Martin. Hein. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est le patron du MEDEF. Et que la réalité, moi je veux bien le chômage des jeunes, je veux bien qui est d'ailleurs quelque chose qui était redescendu et qui remonte. Mais qui est-ce qui, par exemple, qui est-ce qui transforme des emplois qui pourraient être pérennes d'abord en emplois de stagiaires? Écoutez, des mômes qui ont bac plus 5, plus 6, qui se retrouvent stagiaires dans des entreprises à 700 €, 800 € payés au lance-pierre. J'apporte une précision par rapport à ça. Un quart de ceux qui sont employés sont en situation de précarité. Mais bien sûr, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je prends la question de la presse. Excusez-moi, je finis. Je finis. Je prends la question de la presse. Ça fait 3 secondes que je parle. Je prends la question de la presse, par exemple. Est-ce que vous vous rendez compte maintenant que vous employez des jeunes journalistes, vous les laissez traîner pendant des années en pige, ou alors vous leur demandez d'être auto-entrepreneurs et de payer eux-mêmes leur charge sociale. Donc ça, c'est du cinéma. Est-ce que je peux répondre maintenant? Absolument. Parce que là, franchement, c'est incroyable cette démagogie. Pardon, Françoise. C'est pas de la démagogie. Bon. Vous venez de demander ce que je voulais finir. Alors déjà, laissez-moi commencer. Donc, je reprends, et s'il vous plaît, ne me coupez pas, j'ai besoin de pouvoir raisonner. On vous écoute. Donc, oui, c'est de la démagogie, parce que moi, je dirige une entreprise. Vous croyez que je n'ai pas envie? Vous savez combien je me paye, moi, d'abord, dans une entreprise? Vous croyez que je n'ai pas envie de ça? Vous faites comme si c'était les PME, si vous voulez, qui croulent sous les charges, qui doivent payer ça sur la fiche de paye de n'importe qui double la mise, et vous expliquez que c'est les patrons. Moi, je vous dis une chose. Dans ce pays, tant que les vieux n'accepteront pas, par exemple, de travailler plus ou de payer un peu plus, parce que vous ne pouvez pas pleurnicher sur les jeunes, d'accord, et dire, mais c'est pas grave, moi je pars à la retraite, et ils ont qu'à payer pour ma retraite. Ils ont qu'à bosser, ils ont qu'à aller s'exiler en banlieue quand ils ont des mômes. Non mais, il y a un moment, on est tous responsables. Si on ne veut pas, nous, si vous voulez, si on ne veut pas. Et deuxièmement, on commet un crime contre la jeunesse, qui est la destruction de l'école. Avant de commencer à dire, ils sont précaires, ils sont pas précaires, donnons-leur les armes pour penser le monde dans lequel ils sont. Jacques, je ne vous mets pas en cause, je connais absolument la situation de notre entreprise. Je parlais du MEDEF, en l'occurrence. Mais c'est les PME, le MEDEF. Mais ce n'est pas que des PME, le MEDEF. Écoutez, Elisabeth, je veux dire, on peut dire ce qu'on veut. Regardez les grandes entreprises de presse. Regardez les grandes entreprises de presse, je les connais parfaitement. Voilà, les grandes entreprises de presse, regardez ce qu'elles font de leurs jeunes diplômés des écoles de journalisme. Regardez tout simplement. Alors, et c'est valable Françoise, dans les grandes boîtes de conseil. Une question. Est-ce qu'il faudrait, par exemple, lancer une sorte de plan Marshall, de plan où on baisse énormément les cotisations pour les jeunes, pour redonner de l'espoir à cette génération, mais qui semble être une génération totalement désemparée. Et c'est scandaleux ce qui se passe. De ce point de vue-là, moi, j'écoute ce que dit Patrick Martin. Ok, mais qui a supprimé les emplois aidés? Qui a supprimé toutes les mesures de la jeunesse? Eh ben, écoutez, rétablissez-les. Moi, je suis absolument d'accord avec vous. Pour lutter contre le chômage des jeunes, on va faire des emplois subventionnés. L'Union soviétique, à chaque fois que on a un problème, la réponse c'est l'État va subventionner des emplois. Non, notre problème, si on ne réfléchit pas réellement aux causes du problème, c'est-à-dire pourquoi en France on ne peut pas payer des salaires qui permettent aux gens de vivre. Pourquoi est-ce que vous croyez que c'est un plaisir pour les entreprises d'avoir des stagiaires ou des alternants, qu'il faut que c'est compliqué, il faut les former,
formés, ils partent une semaine par mois. Donc, arrêtons de croire que les gens font ça par plaisir. Les salaires aujourd'hui, il y a un véritable problème de salaire et je ne crois pas que ce soit... Alors justement Françoise, juste avant, on est avec Julien, qui est à Challes-les-Eaux. Julien, bonjour, soyez le bienvenu sur l'antenne de Sud Radio. Bonjour, vous dites, les jeunes sont en difficulté, on vous écoute. Ah bah oui, je pense que les jeunes, c'est vraiment la galère pour eux dans la mesure où tout simplement, il n'y a plus de quoi satisfaire une demande de jeunes diplômés et qui ont pour beaucoup pas le choix, c'est de partir à l'étranger. Moi je travaille dans un département qui est limitrophe à l'Italie mais qui est pas très loin de la Suisse. Il n'y a pas beaucoup de mes amis qui sont diplômés qui sont restés en France parce que pour eux il n'y a pas forcément d'alternative dans la mesure où ils sont sous-payés pour les diplômes qu'ils ont. On peut pas demander à des personnes qui ont un bac plus 5, voire même plus, de travailler pour même pas 2000 € par mois. Donc ils vont là où c'est le plus attractif et malheureusement toute cette jeunesse qualifiée, elle est en train de partir parce que la France, bien sûr, les salaires ne sont pas assez élevés et tout est trop cher. Les loyers c'est compliqué, les prix courants c'est très compliqué. Moi j'ai des amis qui partent à l'étranger, mais je peux vous dire que dans le cercle que l'on a pour se voir c'est très compliqué parce qu'il n'y en a plus un qui est ici. Voilà. Françoise. Julien, moi je suis tout à fait d'accord, mais je vous le redis, moi j'ai tellement d'expérience. Je parle pas de tes boîtes à toi, Elisabeth, cette taille-là. Je parle d'énormes boîtes qui traitent très mal les jeunes diplômés, très très mal. Et un monde que je connais, le journalisme, la politique, je pourrais en dire autant. Ce n'est pas possible. Et là où je rejoins Elisabeth et Julien également, c'est sur la faiblesse des salaires. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est la politique depuis 40 ans de la smicardisation, si vous voulez, finalement de la smicardisation du pays. Parce que là où vous avez raison, il faudrait baisser les charges, mais tout a toujours été fait pour tout baisser sur le SMIC. Mais qu'est-ce que vous faites sur le SMIC? C'est le SMIC qui a toujours été le plus déchargé, si vous voulez. Qu'est-ce que vous faites sérieusement avec un SMIC à Paris? La réponse d'Elisabeth Lévy dans un instant. La réponse d'Elisabeth Lévy dans un instant. Ce débat est passionnant. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. C'était l'un des sondages tout au long de la matinée. Vous avez répondu oui à 70%. Oui, il faut un plan d'urgence pour la France et en particulier pour les jeunes et pour l'emploi parce que le taux de chômage est très élevé pour les jeunes Français. On est en dessous de la moyenne européenne. Et vous le disiez tout à l'heure, Françoise, également, pour ceux qui travaillent, eh bien, un quart d'entre eux sont en situation de précarité. Et puis, il y a 12% de ces jeunes des moins de 25 ans qui n'ont rien. C'est-à-dire ni emploi. Les NEET, c'est ça. Exactement. Ni emploi, ni formation, ni rien, ni inscrit nulle part. Elisabeth, vous vouliez réagir à ce que disait Françoise juste avant la pause. Excusez-moi, comme on a été interrompu, je me rappelle plus exactement. Je vais vous poser la question. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui? Écoutez, il n'y a pas une mesure, cette idée. Moi, peut-être la baisse des cotisations, relancer l'emploi pour les jeunes. Mais ça veut dire quoi, relancer? Il y a une seule façon de relancer. Faire en sorte que les patrons comme vous puissent embaucher des jeunes à moindre coût. De relancer l'emploi pour les jeunes, c'est de relancer la production. Et ce que je pense, c'est que nous avons une économie qui est fondée, qui est tirée par la consommation. On subventionne en réalité la consommation. La grande industrie de la France, c'est les supermarchés quand même. Le grand secteur, vous avez l'air de penser que le supermarché, c'est de la production. Bon, oui, ça crée peut-être de la valeur ajoutée, puisque vous achetez un produit, vous le vendez plus cher. Donc ça crée de la valeur. Allez-y. Bon. Écoutez, moi, je pense que notre modèle social a fait de nous un peuple de créanciers, de gens qui pensent avoir... Et que, par ailleurs, nous sacrifions la jeunesse. Pourquoi? Parce que nous sommes une société de vieux. Et qu'on en a rien à foutre qu'ils soient mal formés, c'est pas grave. Je veux dire, pour leurs emplois à 2000 balles, ils seront bien assez formés. Mais c'est triste de parce penser que ça veut dire qu'ils vont accepter d'être impopulaires. Je ne suis pas d'accord sur les supermarchés parce que c'est toute une filière. D'ailleurs, c'est là que c'est... Les supermarchés, c'est l'aboutissement d'une filière, notamment industrielle. C'est l'agriculture qui vend ses produits à l'agroalimentaire, qui est le deuxième pourvoyeur d'emplois en France. On pense toujours que c'est les bagnoles, etc. L'agroalimentaire
agroalimentaire, deuxième pourvoyeur d'emplois en France. En plus de ça, dans des territoires dont les délocalisables. Et parce que vous avez l'industrie agroalimentaire, à la fin de la chaîne, vous avez les supermarchés. Donc les supermarchés et la consommation dont vous parlez procèdent bien aussi du tissu agro-industriel de ce pays. Allez, on passe à un tout autre sujet. Il y a un truc qui va pas dans votre raisonnement. On passe à un tout autre sujet. On est avec Benjamin Glaise et son hashtag. Brest de temps en temps plus. Pas seulement vos amis. Merci. On est avec Benjamin Glaise et avec son hashtag. Pourquoi ? Eh bien parce que M6, c'est une affaire dont on parle énormément sur les réseaux. Le hashtag M6 se fait piéger par un faux témoin dans son émission sur Xavier Dupont de Ligonnès. Oui, c'était mardi soir. L'émission Appel à témoins avec Julien Courbet. Ils ont eu beaucoup de témoignages à l'antenne. C'était en direct. Parmi eux, celui d'un certain Père Marc, curé de l'Aude. En tout cas, c'est comme ça qu'il s'est présenté. Il a assuré à l'antenne qu'il avait reçu en confession Xavier Dupont de Ligonnès en 2022, soit plus de 10 ans après sa disparition et l'assassinat de toute sa famille dont il est suspecté. Non, mais c'est complètement fou là ce que vous êtes en train de nous dire. Donc en 2022, Xavier Dupont de Ligonnès, c'est con. Alors je vais pas vous demander ce qu'il vous a dit évidemment, mais c'est confié à vous. Exactement. Mon père, est-ce qu'il a parlé des crimes ? Oui, tout à fait. Voilà. Il vous a dit, j'ai tué ma famille et je veux me confesser. Exactement. Oui, exactement. Vous venez de l'entendre. Ce soi-disant curé affirme que Xavier Dupont de Ligonnès lui a confessé en 2022 le meurtre de toute sa famille. Il assure par ailleurs avoir pris la décision de faire ces révélations en accord avec l'évêque dont il dépend, l'évêque de Carcassonne, Monseigneur Valentin. Le problème, c'est que l'évêque de Carcassonne, dès le lendemain, a publié ce démenti sur Twitter. Jamais personne ne m'a contacté à propos de l'affaire évoquée, ni celui qui a pris la parole, ni même M6, avant de diffuser de tels propos. Je déplore donc ce manque de rigueur et de professionnalisme qui a abouti à cette séquence trompeuse pour le public. Bah oui, le témoignage était complètement bidon. D'ailleurs, dès mardi soir, à la fin de l'émission Appel à témoins, l'homme avait fini par admettre hors antenne qu'il n'était pas prêtre avant de prétendre que c'était lui, Xavier Dupont de Ligonnès. Une histoire complètement dingue. En tout cas, Julien Courbet s'est expliqué hier matin sur ce fiasco sur RTL. Il apparaît que le monsieur qui nous a appelé nous a peut-être un peu roulé dans la farine. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je prends souvent des pincettes en disant attention, ce n'est pas parce que quelqu'un appelle qu'il dit la vérité. Et c'est d'ailleurs le principe d'Appel à témoins en direct. Je sais que aujourd'hui, je vais en prendre plein la gueule, mais évidemment pas sérieux, etc. Il y a même des confrères qui se permettent de juger, peu importe, j'ai pas de souci avec ça. Le seul truc que j'essaie d'expliquer, c'est que si par exemple quand ce monsieur appelle, je dis moi aux téléspectateurs, nous avons eu un appel, il nous faut maintenant 1 semaine pour enquêter, mais l'émission n'a absolument aucun intérêt, c'est justement de prendre des appels en direct et d'espérer que tout d'un coup il va y en avoir un. Eh bien il y a des risques qui sont pris, hier on l'a pris et ça nous est revenu dans la gueule, il n'y a pas d'autre mot. Oui, M6 qui a présenté sans réserve ses excuses à l'évêque, Monseigneur Valentin, qui a décidé de saisir l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel. À noter, on vient de l'apprendre, que le président de l'Arcom a déclaré à nos confrères d'ici Provence ce matin. On va se pencher sur la séquence pour savoir dans quelle mesure M6 a manqué à ses obligations. Non, bon, vous pouvez pas dire que manquer à ses obligations pour des gens qui se comportent comme des gogos. Non, mais c'est vraiment cette affaire rend les gens dingues. Ouais, cette affaire va évidemment beaucoup faire parler. Moi, ce qui m'intéresse, on va pas critiquer le travail d'un confrère. Bon, mais ce qui est fascinant avec l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, c'est que à chaque fois, les médias se prennent les pieds dans le tapis. Vous vous souvenez quand même de la une du Parisien, le soir où tout le monde est parti en mode chaîne info, on l'a retrouvé en Écosse. Le pauvre vieux bonheur. Vous vous souvenez alors l'origine de l'information, c'était un policier qui en fait croyait savoir des choses mais ne savait rien. Mais il y en a un autre qui a écrit un bouquin il y a pas longtemps. Voilà. Alors lui, est-ce que c'est plus Qu'est-ce que ça vous évoque tout ça, Françoise? Ça m'évoque une chose terrible, c'est que de toute façon c'est la machine à cash, si vous voulez. C'est que M6 fait une émission comme ça parce qu'ils savent très bien que il va y avoir une agglutination, un agglutinement, comme vous voulez, de gens devant leur télé. Et je trouve que on peut ne pas critiquer Julien Courbet ou pas, c'est tellement léger. Critiquez-le si vous voulez, il n'y a pas de problème. C'est trop léger. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On s'en fout. On est dans la société du spectacle. M6 fait ça parce que ça fait rentrer des écrans de pub. Ça me fatigue en fait. Mais c'est vrai aussi que cette histoire nous fascine parce qu'elle fait partie quand même. Tu vois, là on est quand même à la frontière dépassée du mal dont je parlais tout à l'heure pour les films. On est quand même dans l'exploration d'un truc quand même assez délirant. Et que il y a quelque chose qui, je suis désolé de le dire, c'est vraiment horrible. Il y a des gens qui sont morts, etc. Mais c'est devenu comme un film. Et on se dit, est-ce que on ne va pas connaître
la vraie vérité à la fin. Ça nous rend Il y a un dingue. fantasme. Donc on est prêt à croire. Comme les grands faits divers, hein, Elisabeth. Hein. L'affaire Grégory agit de la même manière, en fait, sur notre psyché je pense collective. que l'affaire Dupont de Ligonnès, on en a pour 40 ans. Jonathan Deval, tout ça. Non, mais il y a quelque chose dans les faits divers. Mais Jonathan Deval, on sait, non? Non, mais on sait, mais il y a quelque chose dans les faits divers qui fait que il y a un truc en nous, peut-être parce que c'est l'expression de nous sans notre surmoi, je n'en sais rien. En tout cas, il y a quelque chose qui nous, parce que ce Dupont de Ligonnès, le fait qu'on connaisse pas la fin est quand même un plus. Ce Dupont de Ligonnès, il est odieux, en fait. Pour le moment, en tous les cas, on connaît pas la fin. Merci, mesdames. Est-ce que vous savez où il est, vous, Jacques Cardoz? Dites-le. Je vais passer pour un imbécile, donc je ne dis rien. Donc, tant qu'on n'a rien, tant qu'on n'est pas certain, on ne dit rien. Le coup du faux curé, c'est quand même marrant. C'est excellent. Au moins, on a bien rigolé. Allez, dans un instant, c'est le 9h et les infos de Laurie Leclerc. Oui.